Hello guys! Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai une passion pour les jeux de discussion. Genre, We Are Not Really Strangers. On a déjà joué à ce jeu dans une vidéo que j'ai postée il y a longtemps. Après, on avait fait une session confidence, deep talk avec Ça reste entre nous, qui est un peu la version française du même jeu. Et aujourd'hui, j'ai sorti un autre jeu encore, que j'ai depuis des années, et on va jouer ensemble aujourd'hui. Ça s'appelle Dis-moi. 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 J'ai pris l'édition Ami, j'ai aussi l'édition Couple. Franchement, ce jeu, il a 1000 ans. Mais surtout, il a 4 catégories. Crunch, authentique, connexion et hors-piste. Et vous savez quoi? On va pas jouer petit aujourd'hui. J'ai pris directement les questions hors-piste. Ça va être croustillante, ça va être spicy. Asseyez-vous, c'est parti. J'ai pas relu les questions depuis très longtemps, donc franchement, je sais pas quoi m'attendre dans hors-piste. À tout moment, je vais ruiner ma réputation en une vidéo, mais c'est pas grave, on y va. Alors... on prend au hasard. Ok. S'il te restait 5 minutes à vivre, que ferais-tu? Ok, on change d'ambiance. S'il me restait 5 minutes à vivre, je pense que je ferais un câlin aux gens que j'aime. Juste je prendrais dans les bras les gens que j'aime le plus pendant 5 minutes sans m'arrêter. Ouais, en fait, ce serait vraiment ça. As-tu déjà fantasmé sur un de tes professeurs? Ah oui. Oui, en vrai, quand j'étais en études supérieures, il y a un de mes profs qui était assez jeune, qui... Ah, j'en aurais bien fait mon 4 heures. Mais ça n'est pas arrivé. Pour la petite histoire quand même, ma mère était l'étudiante de mon père. Bon, elle avait repris ses études, donc en vrai, ils avaient que 9 ans d'écart. Mais lui, il était très jeune prof. Elle était vieille étudiante. Et je viens de là, les amis, donc il y a un antécédent. Mais je n'ai pas perpétué la tradition familiale. J'aurais peut-être dû. Si tu étais du sexe opposé pendant une journée, que voudrais-tu faire? Ben, me croire tout permis, peut-être. Ok, on avait dit questions légères et spicy. Ok, on va pas parler société et droit aujourd'hui. En vrai, je pense vraiment... J'hésite. Si j'étais du sexe opposé pendant une journée, je voudrais passer une soirée de fête comme un homme. C'est-à-dire, par exemple, une soirée où tu sors, il est tard, tu te promènes la nuit, tu fais la fête peut-être dans un endroit un peu festif. En fait, d'expérimenter ce que c'est de faire la fête avec une forme d'insouciance, ou en tout cas sans la charge mentale qu'on a en tant que femme quand on sort le soir, par exemple, ou qu'on est seul dehors en train de marcher la nuit, ou qu'on veut prendre un bain de minuit, mais qu'on se dit « bah non, c'est vraiment dangereux d'aller prendre un bain de minuit seul à la plage ». Tu vois, j'aimerais vivre ce genre de moment-là, comme un homme, pour voir ce qu'on ressent. Est-ce que vraiment on ressent une forme d'impunité, une forme d'insouciance, une forme de légèreté, Et en fait, on se pose même pas ces questions-là ou pas. Et aussi, ce que je mets dans vivre une soirée, tout ça, une soirée de célibataire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un homme ressent quand il veut courtiser, draguer une femme, qu'il y a une femme qui lui plaît, qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur, dans son corps, qu'est-ce qu'il se dit. En fait, ouais, j'aimerais vraiment infiltrer un peu le comportement masculin dans le rapport de séduction. Que ferais-tu d'illégal si tu étais sûre de ne pas te faire arrêter? Oh, franchement, je pense que ce serait pas un truc dingue, mais juste, je pense que j'irais voler dans tous les magasins qui ont des choses qui me font rêver. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas des pulsions illégales, genre j'ai pas des pulsions pour faire du mal à certaines personnes qui m'ont fait du mal, j'ai pas des pulsions de vengeance ou que sais-je. Par contre, en fait, je trouve qu'on est dans un monde tellement consumériste, matérialiste et tout ça, que, en fait, moi, mon rapport à l'argent, c'est que souvent, j'investis de l'argent dans ce qui va me permettre de monter en compétence, dans des expériences de vie, des voyages, des formations, vraiment des expériences, des retraites, etc. Si vraiment je pouvais faire un truc illégal sans me faire gauler, bah, j'irais chez Dior, Chanel, Hermès, prendre tout ce que je veux, j'adore la mode, mais en fait, je value pas de dépenser autant
tant d'argent dans des sacs, des chaussures, des fringues, etc. Par contre, j'aime énormément ça. C'est pour ça que j'ai quelques éléments, j'ai quelques bijoux, j'ai quelques petites choses comme ça. Mais si vraiment je pouvais tout prendre en toute impunité, franchement, je le ferais. Et j'aurais mes meilleurs outfits et ma meilleure DA et ma meilleure personal brand de ce point de vue-là, tu vois. C'est vraiment... parfois, je vois des pièces sur des défilés, des robes de soirée que je porterais genre une fois dans ma vie, bah, j'irais les prendre, clairement, tu vois. Donc, je pense que ce serait ça. Ce serait pas un truc de fou, hein. Ce serait vraiment assouvir mon envie, parfois, d'avoir certaines pièces un peu par caprice, etc. Ouais, je pense que ce serait ça. Quel est ton plus grand tue-l'amour dans une relation ? Je peux vite avoir, tu sais, le dégoût, genre. En anglais, c'est the ick. Tu vois, genre le truc de ah, il y en a pas mal. Attends, le plus grand tue-l'amour, vraiment. Alors, ok, je vais t'en donner un physique et un psychologique. Le psychologique, c'est un mec qui est the princess dans le couple, tu vois. C'est un mec, entre guillemets, qui est pas viril ou qui n'a pas ce que moi, je mets derrière la virilité, c'est-à-dire... je sais pas moi, qui passe son temps à se mater dans le miroir, qui s'épile les sourcils, qui est super précieux. Oh non, en fait, je veux être la seule femme du couple, je veux être la seule princesse du couple. Non, c'est... Je peux pas. Genre les mecs sur Insta qui, genre à la salle de sport, se mettent torse nu comme ça, qui mettent des photos comme ça, genre... On dirait qu'ils ont envie de se bouffer dans le miroir. Non mais ça va pas ou quoi ? Non, ça je peux pas. Après, donc ça c'est plus psychologique. Après, un comportement un peu... que j'aime pas trop, c'est les gens qui se plaignent tout le temps. Ça, c'est un tue-l'amour. Et ça, pour le coup, je l'ai connu dans une relation. C'était négativité H24. Du matin au soir, du soir au matin, le mec se plaignait. C'était, en fait, t'as l'impression que c'était une victime de tout, en fait. Victimisation ultime. Il se plaint de son taf, il se plaint de ses parents, il se plaint de la société, il se plaint de son physique, il se plaint, mais il passe pas à l'action pour changer les choses. Ça, je peux pas. Pour moi, c'est vraiment... Ah non, je peux pas. C'est... En plus, moi, j'ai un tempérament, en fait, à un moment donné, si tu n'aimes pas quelque chose, change-le, en fait. Bouge-toi le cul. Sois déterminé, avance, mais on va pas rester là toute la journée à se plaindre, à pleurer sur notre sort, en fait. Je supporte pas ça, donc ça, c'est un gros tue-l'amour aussi. Et après, plus physique, je dirais vraiment quelqu'un de très poilu. Genre dans le dos, les aisselles et tout. Ah, je peux pas. Je ne veux pas de poils. Enfin, un peu, tu vois, mais... Ah non. Je peux pas. Non. Quelle est ta peur la plus irrationnelle ? Ma peur la plus irrationnelle, c'est vraiment... j'ai la phobie de perdre mes proches. Et je dis irrationnelle dans le sens où les personnes avec qui ça me fait le plus ça, ce sont mes parents. Et c'est un peu irrationnel parce que c'est vraiment dans l'ordre des choses, tu vois. Mais vraiment, la peur de perdre mes parents, c'est... J'en parle pas beaucoup et c'est pas comme si ça me pollue la vie au quotidien et que voilà. Mais j'appréhende pas mal ça. Et vraiment en peur irrationnelle, genre j'ai pas du tout peur, vous savez, des serpents, araignées, conneries comme ça. J'ai peur des rats. Le truc. J'ai un frisson dans le dos. Voilà, les rats, phobie. J'aime pas trop... Par exemple, j'aime pas trop être dans le train. Je vais pas te faire une crise d'angoisse, mais... Je sais pas, les endroits clos comme ça, alors que là, c'est pas un petit endroit clos. Hein, je veux dire, prendre le train, c'est vraiment basique. Mais je sais pas, j'aime pas. Mais ça me le fait pas dans l'avion. Dans le train, je sais pas, je me sens... j'ai l'impression que... En plus, c'est sur des rails, tu sais, tu peux pas éviter. Genre, je me sens vraiment prise au piège. Je pense que c'est ça, un peu mes 3 peurs un peu irrationnelles. Quelle est la plus grosse boulette que tu aies faite au travail ? En vrai, j'en ai pas trop, j'ai pas fait de boulettes de ouf. Par contre, ça m'arrive souvent. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis tellement friendly, chaleureuse, etc. Y compris dans des milieux assez corporate et un peu coincés, que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de faire un call hyper business et tout. En plus, moi, je suis assez sharp dans mes conversations business, tout en étant chaleureuse. Et à la fin, je dis « Ok, bisous ». Et je raccroche. Et là, je fais « Oh my God, j'ai dit bisous au DRH de telle boîte hyper grosse. Phobie ». Donc ça peut m'arriver. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en vrai. Mais bon, voilà, c'est gentillet.
Es-tu plutôt je drague ou je me fais draguer ? 100% je me fais draguer. Je suis assez old school sur ça. Moi, j'ai vraiment besoin d'être courtisée. J'ai besoin que le mec fasse la démarche de me séduire. Bon, c'est plus un sujet maintenant parce que je rappelle que je suis fiancée. Mais en l'occurrence, lui, il a vraiment gardé ce truc depuis le début de me séduire, de me courtiser. Et les surprises, et les cadeaux, et les petites attentions. Et je gère, tu vois. J'aime vraiment ce rapport-là, homme-femme, dans la séduction. J'ai vraiment ce truc un peu traditionnel pour le coup, énergie masculine, énergie féminine lorsqu'il s'agit de la séduction. Donc non, moi je drague personne. Je drague personne. As-tu déjà menti à un entretien d'embauche ou sur ton CV ? Bien sûr que oui. Et je vous invite à le faire. En fait, quand j'étais plus jeune, donc entretien d'embauche, ça remonte, hein, c'était il y a 15 ans, puisque entre-temps, j'ai monté ma boîte et je suis jamais retournée au salariat. Mais il y a cette data dont je me souviendrai toute ma vie. Face à une offre d'emploi, en moyenne, les femmes ne postulent que quand elles ont au moins 85% des compétences demandées. Là où les hommes s'autorisent à postuler dès qu'ils ont 60%, je crois 64% si je suis précise, des compétences demandées. Et ce gap-là, entre les hommes et les femmes dans le rapport qu'ils ont à leurs compétences et dans leur capacité à délivrer, ça me pose problème. Et toute ma vie, parce que j'étais people pleaser, parce que j'osais pas m'exprimer, parce que j'osais pas dire que je savais faire les choses, parce que j'étais trop timide, parce que je devais toujours rester à ma place dans une toute petite case qu'on m'avait attribuée, etc. Eh bien, j'ai vu des gens moins talentueux, moins compétents, moins diplômés que moi, me passer devant. Et en fait, un jour, j'ai décidé que je voulais plus que ma vie soit comme ça et que je voulais plus être une victime de ce système. Et donc, en fait, à un moment donné, s'il faut, quand on me demande, je sais pas, je me souviens que j'avais postulé pour une agence de prod à un moment donné. Il m'avait demandé, est-ce que tu as déjà fait ça, est-ce que tu as déjà fait ça ? Bah non en fait, mais j'ai un cerveau qui tourne hyper bien, j'ai une énorme capacité à apprendre et à monter en compétences, et je suis une bosseuse acharnée, plus déterre que moi, il n'y a pas. Donc en fait, bien sûr qu'à l'entretien d'embauche, j'ai dit oui. Et entre l'entretien d'embauche et le premier jour, t'inquiète pas que j'ai poncé Google, à l'époque il n'y avait pas de ChatGPT, mais j'ai poncé Google et YouTube pour apprendre à faire. Et je pense que c'est vraiment un rapport aux opportunités qu'on doit développer en tant que femme. À un moment donné, il y a plein de gens, moins talentueux, moins bons, moins diplômés, moins compétents que toi, qui sont à des postes que toi, tu ne t'autoriserais même pas à imaginer ou à fantasmer ou à aller chercher. Non, en fait, ça suffit. Donc s'il faut que tu modifies une petite ligne de ton CV, ou s'il faut que tu dises que tu as telle compétence ou que tu as telle sous-expérience, alors que c'est pas exactement ça, go for it, en fait. À un moment donné, faut arrêter. Quel est le moment le plus gênant que tu aies connu avec un ex ? Je pense que c'était un truc tout con, mais que j'ai vécu plusieurs fois et qui a aussi participé à la reconnaissance de la valeur de la relation que j'ai aujourd'hui. C'est les moments où, par exemple, j'allais me balader avec lui et en fait, littéralement, on n'avait rien à se dire. Genre, il y avait zéro feeling, il y avait zéro complicité. Genre, je pouvais passer une après-midi à me balader avec la personne, j'ai pas ri une fois. Non. C'est très gênant pour moi, parce qu'en fait, ça me bloque, j'arrive pas à être moi-même, c'est l'enfer. Et c'est à travers ce type de relation-là et de moments vraiment gênants et très longs pour moi que j'ai réalisé et j'ai compris à quel point la complicité et vraiment être meilleur pote avec mon mec, c'est un des trucs les plus importants pour moi. Mais c'est grâce à ces foirages, entre guillemets, ces relations un peu, c'est un peu gênant, genre, le mec, en vrai, il coche toutes les cases. Quand je dis toutes les cases, c'est, voilà, on va pas faire les hypocrites, vraiment toutes les cases qu'on s'est un peu imaginées du prince charmant. Il est grand, il est beau, il a un super job, il est sportif, il a voyagé, il est machin, il a un super groupe de potes, bref, toutes les cases. Et tu passes des moments avec le mec, et genre, c'est chiant à mourir et tu te fais chier. Et vous avez rien à vous dire. Et il y a zéro feeling. C'est très gênant ça. Ça c'est très gênant. Non, ça plus jamais. Et vraiment c'est grâce à lui, notamment là j'ai une personne en tête,
que j'ai capté à quel point vraiment j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui rit, qui me fait rire, avec qui on est complice, avec qui on se tape des private jokes. En un regard, on a capté la situation. Ah non, c'est priceless en fait, ça c'est... Non, c'est trop important. Que ferais-tu si tu étais invisible pendant une journée? Alors si j'étais invisible pendant une journée, j'irais, comme une petite souris, m'introduire dans les plus hautes sphères de pouvoir dans le monde. Par exemple, j'irais assister à un G20, j'irais assister à un conseil des ministres, j'irais assister à un meeting de top exécutive d'une énorme boîte, genre Amazon, Google, Apple, etc. J'irais dans un meeting créatif des teams Apple, par exemple, sur, je sais pas moi, l'iPad ou un nouveau logiciel. J'irais dans des discussions à la Maison Blanche. En fait, j'introduirais, de manière invisible, tous les lieux de pouvoir pour vraiment comprendre leur code, comment ça marche, comment tourne ce monde, qu'est-ce qui se passe vraiment, et observer et apprendre de ces gens-là. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres des endroits qui sont très peu accessibles aux femmes. Et je pense que c'est pas pour rien, et je pense que ça participe au fait qu'on ait du mal à accéder à ces endroits de pouvoir et donc à changer la société en profondeur et donc à faire de ce monde un monde plus égalitaire et plus et moins patriarcal tout simplement. Donc ouais, je pense clairement que c'est ce que je ferais et je reviendrai tout vous dire sur YouTube dans une vidéo. Ce serait ça que je ferais. Tout vous raconter de ce qui se passe dans ces endroits-là. On va s'arrêter là les amis pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, vous avez aimé ce petit concept. Plus chill, plus posé, mais où on se dit les termes en fait. Donc ouais, j'ai vraiment passé un bon moment, j'espère que vous aussi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse.